Bonsoir. Comme vous l'aurez remarqué, Goscinny, c'est la France était mis entre guillemets. Hein, donc tout est dans les guillemets. Je voulais remercier le mage Paul Salmona. J'ai joint Anne-Hélène Hougue de leur invitation. Vous savez peut-être, Anne-Hélène Hougue quitte cet établissement pour prendre la direction du musée de la bande dessinée d'Angoulême, où elle aura sans doute à cœur entre autres, de mettre en valeur l'œuvre de René Goscinny. Alors, je suis très honoré, vous l'aurez compris, d'ouvrir une série de conférences, tables rondes, manifestations sur, et en l'honneur de, surtout, René Goscinny. Et j'avais été, effectivement, il y a une dizaine d'années, très heureux qu'on pensât à moi, puisque ça avait été une démarche qui avait été dans ce sens, et en particulier Anne Goscinny et Marc du Châtenay, pour rédiger cette première, disons, grande biographie de René Goscinny, en particulier en pouvant travailler sur les archives de René Goscinny. Et une partie des documents que vous avez vus, que vous pouvez voir exposés ici en ce moment, pour d'ailleurs plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est vrai que j'avais eu l'émotion, pas la totalité, mais l'émotion de les découvrir à cette époque, d'en proposer une première lecture. Ce qui fait que quand on m'a fait cet honneur, non seulement de me demander une conférence, mais la première conférence, la conférence entre guillemets d'ouverture, j'ai proposé un intitulé qui était une problématique. Goscinny, c'est la France, avec tous les guillemets que l'on veut, mais en prenant au sérieux cette formule, qui va m'obliger à revenir rapidement, avec quelques exemples parmi bien d'autres, on pourrait en ajouter beaucoup, sur ce statut au cœur d'une forme de francité, qui est celui de René Goscinny, depuis le milieu des années 60, puisqu'on peut à peu près dater ce moment où René Goscinny émerge d'une certaine indistinction du monde, disons de la littérature et de la presse pour la jeunesse, pour devenir l'un des auteurs, je reviendrai pour terminer sur cette notion d'auteur, l'un des auteurs d'un phénomène de société. Le terme est utilisé au milieu des années 60 par les médias, comme on ne disait pas encore vraiment à l'époque, par la presse, pour caractériser en l'espèce Astérix. Mais bien entendu, je voudrais ici parler de Goscinny dans son ensemble, Astérix étant une porte d'entrée évidemment capitale pour interroger ce rapport à la francité. Mais une fois qu'on est entré par la porte d'Astérix, on y reste par bien d'autres configurations, bien d'autres figures, puisque Goscinny, c'est entre autres quelqu'un qui a durablement, jusqu'à ce soir en tous les cas, et on peut le penser pour pas mal de générations, forgé des figures constitutives d'une mythologie française, y compris dans le regard des étrangers. C'est un peu là-dessus que je vais commencer. Après ce premier point, je survolerai la question de savoir comment on peut répondre sur ce rapport spécifique à la francité, d'abord en considérant plutôt l'individu Goscinny, mais la distinction sera un peu arbitraire, et en élargissant à des considérations où Goscinny n'est pas oublié en chemin, loin de là, mais où il faut sans doute se replacer à une échelle encore plus large, touchant à l'évolution de la société française, voire des sociétés, tout au long de ces années qui vont de 1920 à aujourd'hui. Puisque, bien entendu, il s'agit aussi d'interroger le statut de René Goscinny, encore ce soir, cette exposition étant le témoignage, évidemment, de la poursuite d'un processus de reconnaissance, de légitimation, auquel je suis, en tant qu'historien des cultures, très sensible. Et la vie posthume de René Goscinny, sur laquelle je n'insisterai peut-être pas beaucoup, mais que je n'oublierai pas pour finir, c'est évidemment un élément important du questionnement sur son rapport à, alors faut-il dire l'identité française. En tous les cas, on verra qu'on ne peut pas forcément refuser ce terme. Alors, cette francité de René Goscinny, elle ne se dit pas simplement comme une évidence, même si très vite, au milieu des années 60, les adversaires comme les partisans, alors en l'espèce d'Astérix, Goscinny était encore un peu dans la distinction, pouvaient partir du principe qu'il y avait effectivement un phénomène, qu'il fallait interroger ce phénomène, et il était bon, il était mauvais ce phénomène, mais bon. Non, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a que des preuves de reconnaissance, pour reprendre la formule de Pierre Reverdy, poète oublié mais et injustement oublié. D'ailleurs,
c'est un avis personnel. Vous connaissez la formule, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et je dirais que la démarche de l'historien, c'est de chercher les preuves de, puis après, chacun d'en tirer les conclusions qu'il voudra. Cette preuve de reconnaissance d'une position centrale dans la francité, je la vois effectivement, pour commencer, dans le regard des étrangers, qui peut se décliner de plusieurs façons. La première étant de faire remarquer que la première étude, si peu que ce soit universitaire, en tous les cas académique, elle est publiée en 1974, du vivant de Goscinny d'ailleurs, sur, en l'espèce d'ailleurs, Astérix, et non pas justement Goscinny. Astérix est un peu l'arbre qui cache la forêt Goscinny, bon, à ce moment-là, et dû non pas à un universitaire français, mais à un universitaire étranger, allemand en l'espèce, André Stoll. Et son travail s'appelle en allemand, traduit en français 4 ans plus tard, publié aux éditions, alors belges, éditions complexes, L'épopée triviale de la France. Trivial épos, l'épopée triviale de la France. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce vocabulaire, mais c'est très significatif. Moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, j'étais déjà un grand amateur de l'ensemble de l'œuvre de Goscinny, pas simplement d'Astérix. J'y reviendrai dans un instant en faisant intervenir très modestement dans le fond du tableau. J'avais été frappé de ce que ce fut un étranger et un universitaire allemand, quand même, qui fut l'auteur de ce premier travail. Mais on peut de la même façon signaler que si au milieu des années 60, j'y reviendrai tout à l'heure, brutalement, la presse française, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, s'émeut d'un phénomène Astérix, toujours Astérix, hein, pas Goscinny encore, d'un phénomène Astérix, eh bien, à peu près au même moment, je pense en particulier à un article qui fit couler beaucoup d'encre du côté français en particulier, dans le New York Times, en septembre 1966, le phénomène Astérix traverse l'Atlantique. C'est d'autant plus intéressant que, alors, je ne pense pas avoir le temps, mais surtout vouloir précisément traiter de cette dimension dans mon exposé, mais nous aurons une demi-heure environ de discussion, donc je peux répondre à une question, ou essayer de répondre, car ce sera forcément hypothétique, une question qui peut m'être posée à cette occasion. Je signale que la réputation étrangère, d'abord d'Astérix et plus généralement de Goscinny, est très inégale suivant les aires culturelles, et qu'en particulier la grande ère culturelle anglo-saxonne semble avoir été, jusqu'à aujourd'hui, la plus rétive. Donc, posons déjà cette remarque intéressante. Précocité d'une étude en Allemagne, réserve relative, mais non négligeable, en tous les cas très contrastée par rapport à d'autres aires culturelles du monde anglo-saxon. Et puisque je viens de citer une deuxième fois l'Allemagne, en ce qui concerne le succès populaire, il est tout à fait frappant de voir que dès le milieu des années 60, et cela va se développer dans les années 70, c'est en particulier dans les terres de langue germanique, donc Allemagne, Autriche, etc., que les albums d'Astérix, on reste toujours dans Astérix, rencontrent le plus grand succès étranger. On pourrait d'ailleurs pousser plus loin l'analyse en signalant que des francophones étrangers à la France ont pu se saisir assez tôt du phénomène Astérix. Et déjà à l'époque, je me rappelle, en regardant la télévision, j'avais appris avec surprise, intérêt, plutôt jubilation, que le mouvement nationaliste jurassien, alors je ne sais pas si tout le monde voit en quoi consiste le mouvement nationaliste jurassien, qui a été très efficace, à mon avis plus efficace que le mouvement catalaniste actuellement, puisqu'il a atteint ses objectifs, enfin, il a atteint 90% de ses objectifs. Je ne veux pas entrer dans le détail, si certains d'entre vous sont suisses ou jurassiens, mais ils savent à quoi je fais allusion en disant 90%, mais le mouvement nationaliste jurassien a atteint l'essentiel de ses objectifs à la fin des années 1970, et au milieu des années 1960, c'est les indépendantistes jurassiens les plus farouches, qui souhaitaient tout simplement l'indépendance, enfin la sécession des terres francophones par rapport au canton de Berne. Bon, je ne gloserai pas là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, même par rapport à l'identité nationale, y compris par rapport à Astérix, mais passons, ont donné le nom de Opération Astérix, à leurs premières initiatives un petit peu musclées. Bon, j'arrêterai là les exemples. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Plus évident est effectivement l'importance du phénomène de société Astérix dans un premier temps en terre proprement française, ce que confirment les premières analyses des grands hebdomadaires de référence, en particulier l'Express, dans un fameux article du 19 septembre 1966. Article si remarquable, et c'est Didier Passamoni, qui est peut-être présent dans la salle, qui me l'a montré hier soir, pas plus tard qu'hier soir, que un grand journal finlandais
avait reproduit la couverture de cet Express pour parler du phénomène Astérix. Donc on voit bien l'enchaînement médiatique façon 1960. On est avant Internet, les réseaux sociaux, etc. Du coup, d'ailleurs, on est frappé de la contemporanéité. Alors, il faudra peut-être un jour creuser. Je l'avais fait dans le livre qu'on a mentionné, mais sous la forme d'un seul chapitre. On pourrait quasiment consacrer un jour un colloque, et pourquoi pas. Il y a des sujets plus dérisoires que ça. À se demander pourquoi ça bascule au milieu des années 60. Voilà, j'évoquerai tout à l'heure une conjoncture nationale et internationale qui pouvait y aider, mais enfin, allons plus loin un jour à quelques-uns, sur une sorte d'intelligence collective. En tous les cas, c'est en 1965, le 26 novembre, que la France lance son premier satellite. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, ça paraîtrait presque dérisoire, secondaire. On est tellement loin de la, entre guillemets, conquête de l'espace. Mais là, pour ceux qui sont mes contemporains, puisque je suis un vieillard, donc j'étais un contemporain frémissant de la conquête de l'espace, c'est quand même important de lancer un satellite. Le premier satellite a un nom français, un nom de code A1, mais très vite, il s'appellera Astérix. On est au milieu des années 60. Le phénomène Astérix commence à peine à décoller, lui, de son côté. Et la reconnaissance intellectuelle mettra un petit peu plus de temps à se préciser. Je dirais que le texte de Stoll, traduit en 78, est un signe. Mais on a été plusieurs à l'époque, et ça a été confirmé par quelques travaux plus récents, à remarquer dans quelles circonstances avait basculé cette sorte de lieu du magistère qu'est le journal quotidien du soir intitulé Le Monde, qui au début, en 74 exactement, des années 70, plutôt avant 74, au début des années 70, avait encore consacré un article sous la signature d'un de ses brillants journalistes à une analyse politique d'Astérix, ce qui était intéressant en soi. C'était reconnaître un rôle politique, ou supposer un rôle politique Astérix, ce qui faisait, j'allais dire, ce qui devait faire rire, mais j'ai la preuve que ça faisait rire plutôt Goscinny, parce que Goscinny faisait rire les autres, mais il y avait quand même des analyses qui le faisaient rire. Bon. Et qu'il ait un rôle politique, ça le faisait plutôt rire. Mais dans un sens péjoratif. À savoir que, grosso modo, Astérix roulait pour Georges Pompidou. C'était un effet comique, d'ailleurs, assez extraordinaire, surtout aujourd'hui, mais bon. Oui, Astérix aurait roulé pour Georges Pompidou. Voilà. Disait un journaliste du Monde. Moyennant quoi, quelques années plus tard, au milieu des années 70, en 74, justement, il y a un épisode des aventures d'Astérix, le cadeau de César, dans mes souvenirs, est paru dans les colonnes du Monde. Donc, ce basculement me paraît très significatif. On pourrait les multiplier. J'ai consacré le dernier chapitre de ce livre auquel on faisait donc allusion tout à l'heure, un chapitre qui s'appelle, en hommage à Ernest Renan, un plébiscite de tous les jours. Vous savez peut-être que la très belle formule que Renan utilise pour définir ce que c'est que le sens français de la nation. Un plébiscite de tous les jours, et je trouve que c'est une formule qui n'a pas vieilli. Vous pourrez remplacer par référendum de tous les jours, mais enfin à l'époque de Renan on disait plébiscite. Et là le plébiscite de tous les jours, ça concerne Goscinny, et ça concerne le fait qu'à partir du milieu des années 70 justement, on voit se multiplier les hommages rendus concrètement à René Goscinny sous la forme d'une politique de commémoration, une politique symbolique, de commémoration au sens large, en particulier comment et dans quelles circonstances on peut donner le nom de René Goscinny à des écoles, à des collèges, à des lycées. Parfois, quand j'avais pu trouver le détail, tout à fait intéressant, on voit donc, on est dans les années 80 ou 90 pour certains de ces établissements, comme à Sainte-Luce-sur-Loire, Loire-Atlantique, le fait que René Goscinny a été préféré après débat et dans certains établissements, pas celui-là je crois, un vote assez populaire au sein de l'établissement, a été préféré à Victor Hugo et à Charles Perrault. Hein, on est dans les années 80. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Évidemment, l'apothéose, c'est peut-être le fait que le lycée français de Varsovie ait reçu le nom de René Goscinny. Donc, voilà, je ne peux pas entrer dans les détails, on peut en reparler dans la discussion qui suivra cette conférence, mais je crois que là, on est en possession d'indices. Il y a des preuves de reconnaissance. Et ça permet d'éviter, j'allais dire, le blabla. Alors peut-être que la vraie reconnaissance, c'est effectivement le succès public à la fois en terre française et à l'étranger, qui fait que on ne commence pratiquement aucun travail sur, alors là pour le coup, Goscinny, sans rappeler les chiffres vertigineux atteints par les albums de bande dessinée. Je dirais album, les BDphiles dans cette salle savent qu'il y a un enjeu entre album et livre, mais je dirais à ce moment-là les albums de bande dessinée signés en partie
puisqu'il est scénariste et pas dessinateur de ces albums, René Goscinny, et les livres, donc là j'utilise le terme de livre, comme Le Petit Nicolas, livre illustré dont il est en effet l'auteur du texte. Et on atteint effectivement des succès de librairie exceptionnels, confirmés d'ailleurs, même s'il y a peut-être des infléchissements pour ce qui est de la bande dessinée, moins pour Le Petit Nicolas, confirmés jusqu'à aujourd'hui. Des chiffres de vente, alors il y a les chiffres de tirage et les chiffres de vente, j'entrerai pas dans le détail, qui dépassent pour ce qui est Astérix les 300, voire à mon avis maintenant 400 millions d'exemplaires à l'échelle de la planète, et pour Lucky Luke les deux centaines de millions d'exemplaires. On est dans les centaines de millions d'exemplaires. Pour Le Petit Nicolas, ça peut être plus modeste, mais incontestablement, on a affaire, grâce à une réactivation liée, évidemment, en particulier à la déclinaison audiovisuelle de ces ouvrages, même chose pour Astérix ou pour Lucky Luke, on est devant un très grand succès de librairie au sein de la catégorie, disons, alors faut-il dire de la littérature pour la jeunesse, j'y reviendrai. Je pense que Le Petit Nicolas est tout simplement, alors ça n'est qu'un avis personnel, parce que c'est un jugement de valeur ce terme, un chef-d'œuvre de la littérature, tout simplement. La littérature dans sa veine, appelons-la humoristique. Je reviendrai dans un instant sur cette dimension-là, dans le rapport ou pas à la judéité, évidemment. Et je viens d'évoquer les déclinaisons audiovisuelles, les entrées des films adaptés ou inspirés de l'œuvre de René Goscinny dès les années 60 confirment ce succès, avec l'apothéose qui a été Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Alors on peut discuter entre cinéphiles, pour le coup pas BDphiles, sur le chiffre, mais on peut considérer, en considérant simplement les entrées de première exclusivité, que ça a été pendant quelque temps le premier film français en termes d'entrée première exclusivité, devant La Grande Vadrouille, qu'on cite toujours. Mais enfin, il peut y avoir une discussion. On est comme on dit maintenant, dans le top 2 ou le top 3 des plus grands succès publics en France même. Sans oublier le succès dans les salles du premier long métrage, et c'est une meilleure connaissance de René Goscinny, confirmée par cette exposition d'Image, qui vous le permet, le succès dans les salles du premier long métrage de fiction, je dirais en live, sur un scénario de René Goscinny, qui est Le Viager. Et on peut faire un test, beaucoup de Français ignorent que René Goscinny est le scénariste du Viager. Réalisation, Pierre Tchernia, j'y reviendrai. Le Viager, c'est quand même 2 200 000 entrées. Donc on est vraiment là devant un auteur, alors vous voyez qu'on s'éloigne peu à peu d'Astérix, un auteur qui est le point commun entre tout ça, qui s'appelle René Goscinny, et qui se trouve au centre quand même d'une vraie popularité. Ça se mesure. Et à l'étranger, le phénomène allemand peut se reproduire à l'échelle de chaque pays. Je citais tout à l'heure la Finlande, justement, Didier Passamenic et quelques autres auteurs ont travaillé sur, par exemple, le cas de la Finlande pour confirmer un succès qui n'allait pas de soi. J'avais eu l'occasion il y a très longtemps de rencontrer des spécialistes de l'Indonésie qui m'avaient dit que, alors sous les réserves qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qui achète ce type d'album, enfin que Astérix, là c'est Astérix, était un grand succès à ce moment-là en Indonésie. Et la conclusion des informateurs indonésiens, parce que ça va loin, était de dire, mais pour l'Indonésien standard, le village gaulois, c'est le village indonésien. Donc vous voyez, c'est peut-être le shtetl, mais c'est aussi le village indonésien. On pense évidemment à Miguel Torma, dont vous connaissez sans doute la fameuse formule, cet intellectuel portugais. L'universel, oui, mais l'universel, c'est le local sans les murs. Ce qui permet peut-être de répondre au débat éternel sur, par exemple, ce que c'est qu'une histoire mondiale. Alors, une fois qu'on a posé ça de façon un peu rustique, on peut affiner, on peut s'interroger par exemple sur l'inégal succès ou retard dans le monde anglo-saxon, ça c'est un autre problème. En tous les cas, clairement, il faut aller un petit peu plus loin et interroger ce que la biographie de Goscinny-René peut nous dire, et au-delà, comment, quand cette biographie se transforme en destin, surtout à ce stade de popularité, on peut dire qu'il y a un vrai destin, sans parler des conditions tragique de sa mort prématurée, un très mauvais gag de Goscinny en 1977. Bon, comment on peut apporter des éléments de réponse à ce constat d'une reconnaissance, d'une popularité et d'une certaine façon, peut-être d'une centralité, pas simplement à certains moments, les années 60, mais vous voyez, jusqu'au cœur du XXIe siècle.
Donc, clairement, il faut interroger effectivement le rapport à la francité de celui qui est d'abord, alors non pas précisément un immigré, mais un enfant d'immigré, et comment, là je renvoie d'abord à ce qui suivra, puisqu'il y aura une soirée consacrée en particulier aux familles Goscinny et Béresniak, et puis que notre connaissance par rapport à l'époque où j'écris ce livre a progressé. Enfin, j'ai quand même été le premier à explorer cette piste, hein, malgré tout, à l'époque, mais notre connaissance de ces dimensions Béresniak et Goscinny a progressé. Ce qui m'intéresse, c'est pas le détail, c'est à quel point Goscinny, à ce moment-là, se situe dans une histoire très française, qui est celle des étrangers qui ont fait la France. Et je pense d'abord à ses parents, puisque quand il naît, ses parents viennent d'être naturalisés. Dans le cadre général de ce mouvement d'encouragement aux naturalisations, avant même la loi de 1927, c'est-à-dire au lendemain de 14-18. Tous les pays du monde, hein, sur ce plan-là, c'est pas propre à la France, ni en plus ni en moins, ni à sa faveur ni à sa défaveur. Tous les pays ont des comportements un peu pulsatiles à l'égard des étrangers, des migrants, comme on dit maintenant, des immigrés, etc., disons en fonction des opportunités, il faut être très clair. Hein, regardez même ce qui se passe en Allemagne maintenant. Après un moment pulsatile dans un sens, on sent bien qu'il y a des restrictions qui s'établissent. Donc le rapport est toujours complexe. En tous les cas, quand naît Goscinny, au milieu des années 1920, on est dans une période d'ouverture à l'étranger, consécutive à la convergence entre deux phénomènes, je dis pas strictement français. Le premier est strictement français, le second est allé assez loin en France, mais la France, hélas, l'a partagé avec beaucoup de pays. Le premier phénomène, c'est le déficit démographique français depuis le cœur du XIXe siècle, et le deuxième phénomène, et qui hante les Français, hein, face à des pays voisins prolifiques. Hein. On n'est pas du tout dans la conjoncture d'aujourd'hui, et d'autres qui étaient quasiment inversés pour beaucoup de rapports, et d'autre part, la saignée de 14-18. Et c'est à ce moment-là que se situe la naturalisation des parents de Goscinny et que Goscinny naît dans la foulée de cette naturalisation. Mais au-delà, il est clair que cet enfant d'immigré est dans cette logique des Français, des étrangers qui ont fait la France ou de ces Français qui se sont retrouvés peut-être au cœur de certaines démarches de francité précisément parce qu'ils venaient à la première, deuxième ou troisième génération d'ailleurs. Et ça, c'est un phénomène classique sur lequel il n'y a pas à avoir de jugement de valeur, ni positif ni négatif. Ça me paraît fonctionnel, ça me paraît organique. Je n'ai pas rien de dire de plus. Pas surinterpréter ce genre de phénomène. C'est-à-dire que nous avons affaire, dans les deux branches, Béresniak et Goscinny, à des juifs qui viennent du même pays, l'Empire russe. Hein, qui n'est pas n'importe quel pays. Et le fait d'arriver en France, c'est arriver dans un pays qui est politiquement, géopolitiquement l'allié de la France, ça c'est quand même pas négligeable, faut pas l'oublier, mais qui par ailleurs est soulevé de façon là aussi pulsatile par des mouvements d'antisémitisme ou d'antijudaïsme, bon, on va raisonner sur le terme d'antisémitisme, bon, d'antijudaïsme violent, qui sont d'une certaine façon des mouvements qu'on pourrait rattacher à la dynamique du populisme, entre parenthèses, hein, et qui sont les pogroms. Le pogrom, c'est quelque chose d'assez populiste quand on y réfléchit, mais ça, c'est un autre problème. Et il est clair que cette émigration de juifs de l'Empire russe, qu'on appellerait aujourd'hui ukrainien ou polonais, ce qui veut rien dire, strictement rien dire, puisqu'ils sont dans l'Empire russe, et que d'un point de vue russe, il n'y a pas de Pologne, la scène se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part, et l'Ukraine, n'en parlons pas non plus, d'où d'ailleurs le problème ukrainien d'aujourd'hui du point de vue grand russe. Donc ils viennent de l'Empire russe. Et ce mélange d'émergence quand même de classe moyenne juive dans l'Empire russe, malgré tous les obstacles qu'on imagine, et en même temps l'encouragement peut-être voulu par un certain nombre, mais certainement voulu par un certain nombre de nationalistes russes, soutenus en sous-main par l'Empire, en tous les cas par les administrations impériales. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a tendance à, quand on visite Saint-Pétersbourg, à avoir une vision complètement irénique de l'Empire russe. Parmi les nombreuses caractéristiques de l'Empire des Romanov figurait un antijudaïsme bien enraciné, mais avec des mouvements évolutifs qui, paradoxalement, pouvaient encourager l'émigration. Et donc, je ne vais pas gloser plus que ça, on a affaire là à un phénomène qui s'est reproduit à des centaines de milliers d'exemplaires. Dans le cas de la France, étant bien entendu qu'une bonne partie de ces migrants, vous le savez, sont partis au-delà des mers, au-delà de l'Atlantique. Pays allié de la France depuis le début des années 1890, pays des droits de l'homme et du citoyen, et plus étonnant encore de la laïcité, et pays de l'émancipation des Juifs depuis 1790 et la suite.
Et c'est intéressant. Vous avez là aussi la preuve. C'est un peu comme avec Reverdy. Vous avez la preuve qui est tout simplement dans l'exposition. C'est ça la muséographie, d'une certaine façon. La preuve, ce sont des objets concrets en 2 ou 3 dimensions. Vous avez cette production tout à fait intéressante de l'imprimeur Berezniak. Ça m'a beaucoup frappé quand je l'ai découvert en visitant l'exposition il y a quelques jours. C'est ce petit livret d'un avocat Frankel en yiddish, comment devenir français. C'était une production de l'imprimerie Berezniak. Ça dit tout. C'est-à-dire qu'on est dans un univers yiddishophone ou hébraïsant, etc. Et en même temps, on est dans une logique qui est celle de l'intégration, quand même. Même si, par ailleurs, on peut, surtout dans l'entre-deux-guerres, évoquer la Palestine, et la dimension sioniste. Mais après tout, cette dimension sioniste, elle est traduite de façon dérivée, très dérivée, par le père de Goscinny, puisque le père de Goscinny, comme vous le savez sans doute déjà, sinon ça vous sera confirmé par l'exposition et le catalogue tout à fait intéressant qui, bien sûr, l'accompagne et la renforce, ce père a travaillé pour un organisme d'un sionisme paradoxal consistant à régénérer le peuple juif par la colonisation, principalement agricole, mais pas en Palestine, en Amérique. Ce qui nous a donné d'ailleurs Alejandro Jodorowsky, Joseph Kessel et quelques autres qui sont nés non pas en Palestine, mais ou d'ailleurs dans un shtetl, mais qui sont nés qui au Chili, qui en Argentine, qui au Brésil. Donc voilà, cette logique de l'intégration qu'on va retrouver, elle permet de mieux comprendre comment à la fois René Goscinny est semblable à des milliers d'autres, qui sont ces immigrants qui arrivent en France, heureux comme Dieu en France, etc. Une plaisanterie dans la famille Goscinny était de dire que la France était quand même un pays merveilleux parce que il n'y avait guère que la moitié des Français qui étaient antisémites. C'était vraiment le paradis. Bon, voilà, on voit bien la logique. Mais ce qui permet de penser à un pas de côté que fait René Goscinny par rapport à ça, ce qui concerne des milliers d'autres juifs immigrés en France à cette époque, avant ou depuis, c'est que c'est un expat, comme on dit maintenant. C'est un expatrié. Donc il naît français, c'est-à-dire quasiment à quelques semaines près, il naît français, mais très vite il se retrouve en Argentine où s'est installé donc son père, travaillant pour l'organisation internationale, enfin l'organisation de colonisation juive dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est là que se noue l'essentiel du rapport à la francité, parce que c'est pas évidemment la même chose que d'être un immigré qui est sans doute poussé par son milieu à l'intégration et de rester à Paris, intramuros, et de se retrouver en Argentine. Et je dirais que là, on a peut-être l'essentiel de ce rapport, qui va produire, entre autres Astérix, Papa, le petit Nicolas et la suite. C'est-à-dire une France à la fois proche, parce que on fait ses études au collège français, Collegio Frances, au collège français de Buenos Aires, on grandit dans cette atmosphère-là, donc dans une institution française, mais évidemment à une distance considérable, à l'époque en particulier, où quand on retourne en métropole, et c'est quand même déjà devenu la métropole, même si ses parents sont naturalisés depuis peu de temps, en métropole, en transatlantique. Anne Goscinny me confirmait que son père adorait les paquebots. Parce que je ne dis pas qu'il a grandi dans les paquebots, mais ces moments de retour au pays natal, à peine natal, dans la mère patrie, à peine mère patrie, ça se faisait en transatlantique. Bon. Donc c'est vraiment voyager d'un paradis à un autre. Le paradis de l'enfance à Buenos Aires, par exemple, Goscinny et René étaient de ceux qui avaient cette image de la ville propre qui était Buenos Aires, la ville sale qui était New York. Faut bien penser à ça. Bon. Donc le paradis, c'était plutôt l'Argentine des années 20-30, et puis la France, qui est le super paradis, puisqu'on y va pour les vacances, en quelque sorte. Et que, évidemment, on y reste peu de temps, et c'est une série de merveilles et de découvertes. Donc, c'est une France chimiquement pure, là, pas dégradée, que on absorbe, par ailleurs, au collège français. Qu'on absorbe parce qu'on est plutôt un bon élève, parce qu'on est un petit qui, pour se défendre des gros, bon là, David, Goliath, tout ce qu'on veut, va s'en sortir en faisant plutôt des bonnes études, en étant en tous les cas pas un cancre, sachant bien qu'il sera pas un gros bras, etc. Et ça va se retrouver évidemment dans sa manière de procéder dès qu'il s'agira d'être le scénariste,
Passons rapidement sur Lucky Luke pour nous concentrer sur Astérix, par exemple, où, on le sait maintenant, enfin ça avait été signalé déjà du vivant de Goscinny par lui-même, et puis très vite après sa mort, il n'est pas question qu'il se documente de façon méticuleuse, mais c'est quelqu'un qui a quand même, c'est vrai, on le sait, sur son bureau, pas loin, Jérôme Carcopino. Jérôme Carcopino, c'est un peu ironique quand on sait ce qu'il a été pendant Vichy. Mais enfin, ce grand historien de la Rome de l'Antiquité, les pages roses du dictionnaire, etc. Donc une sorte de nécessaire de survie en monde latin, quoi. Ça permet de limiter d'ailleurs la bouffonnerie, étant bien entendu qu'il s'agit de faire rire avec Jules César, quoi. Donc comment faire rire avec Jules César? Bon, on prend Jérôme Carcopino, puis on fait des pas de côté. Donc un certain rapport au savoir, un certain rapport à la langue française, qui est un rapport de bon élève de l'époque, même s'il était resté en métropole, mais qui est encore accentué quand on est, vous le savez, dans un milieu linguistique qui n'est pas là en l'espèce le milieu linguistique francophone. D'où, me semble-t-il, en tous les cas, ça permet d'éclairer, parce que le déterminisme, ça n'a pas beaucoup de sens à ce stade-là, le goût de René Goscinny pour la langue, pour les jeux de mots, les noms de lieux. Vous savez, ma grande découverte dès le premier numéro, puisque j'ai été lecteur du numéro 1 de Pilote en 1959, c'est vous dire mon âge. Donc, c'était, dès la première page, déjà, la deuxième page, etc., Babaorum, etc., les noms de camps romains. Ça commençait comme ça, puis après, vous avez les noms de personnages, romains, égyptiens, grecs, etc. Et puis les calembours, très beau calembour sur le fait qu'il ne faut jamais parler sèchement à un humide. Bon, alors évidemment, ça suppose qu'on sache ce que c'est qu'un humide. Alors, donc, si vous riez, c'est que vous savez ce que c'est qu'un humide. Bon, c'est vrai qu'une partie de la salle pourrait ne pas rire en ne sachant pas ce qu'est un humide. Mais enfin bon, avoir trouvé ça mérite d'entrer au Panthéon, quasiment, franchement. Bon. Donc, la langue française, l'histoire française, ça va de soi. Astérix, Vercingétorix, et d'autres. Mais si je dis Vercingétorix, je dis aussi les mythologies françaises. Donc, vous êtes à la fois dans le Petit Larousse, les pages roses, le Petit Lavis, et quelques autres manuels. Et puis, vous êtes effectivement dans la version très simplifiée du roman national. Je précise que tous les pays du monde ont un roman national, hein. Bon. On pourrait parler longuement du roman national israélien, par exemple. Donc là, c'est le roman national français. Vercingétorix, pour le coup, est évidemment à cheval entre l'historicité pure et puis les réappropriations politiques et autres dès l'époque de Napoléon III. On sait que, par exemple, l'une des lectures favorites de René Goscinny était Marcel Pagnol, qui avait été très flatté de découvrir les références à la trilogie marseillaise dans le Tour de la France d'Astérix, etc. Donc, on imagine bien que le petit expat, il a été confronté à une super concentration d'identité française dans ce milieu argentin qui ne lui était pas hostile, mais en même temps qui était étranger et dans lequel il aurait peut-être pu rester toute sa vie si. Bon. Parce que, évidemment, cet expatrié devient un rapatrié. Je joue pas sur les mots, c'est un rapatrié. Il va revenir vers une mère patrie qu'il ne connaît pas, au fond, enfin, ou qu'il connaît de la manière que je viens de dire. Et en particulier après une expérience que vous devez connaître si vous avez vu l'exposition ou si vous connaissez déjà les grandes lignes de la vie de Goscinny, une expérience catastrophique de l'Amérique du Nord, de New York. Parce que, j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, n'ayant pas mesuré, parce qu'il n'avait pas cherché à mesurer ça d'ailleurs, en tous les cas, n'ayant pas mesuré une quelconque solidarité juive à New York, New York, comme disaient les antisémites, il va se trouver sauvé et propulsé à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire à cette centralité, par la société culturellement la plus éloignée, à mon avis, d'un juif new-yorkais, c'est-à-dire le catholicisme social belge. Pas si vous imaginez, vous prenez les juifs libéraux new-yorkais, vous mettez l'inverse, vous obtenez les catholiques sociaux belges. Quand même. Bah oui, mais c'est ça. J'avais développé il y a déjà longtemps une thèse à laquelle je tiens beaucoup sur l'essence de l'identité, toujours l'identité belge, qui est la contre-réforme. Pour moi, la Belgique, c'est la contre-réforme, ce qu'on appelle maintenant de façon politiquement correcte la réforme catholique. Si vous partez de là, vous comprenez tout, mais vous comprenez en particulier le poids du catholicisme social, le fait que c'est en Belgique qu'est née la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, et que Casterman est un éditeur qui fait fortune avec les missels, et que Dupuis est un éditeur qui soumet chaque numéro de Spirou à la lecture d'un père jésuite. Bon, je simplifie, mais je pourrais vous en dire beaucoup plus, puis il y a des spécialistes dans la salle. Donc,
C'est dans ce milieu. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est ce milieu-là qui sauve la mise à Goscinny. Parce que le petit Goscinny, qui a échoué à New York, va prendre une décision capitale de refranchir l'Atlantique en sens inverse et dans des conditions pénibles, parce que il a senti qu'il y avait un espoir, un petit brin qui brillait dans le fond de l'étable là, du côté des Belges de Paris. Enfin, mais travaillant pour les Belges en Belgique. Je ne sais pas si vous me suivez là. Bon, donc il revient en Europe, dans la vieille Europe. C'en est fini du monde anglo-saxon. Alors l'exposition nous rappelle qu'il y a eu quelques allers-retours, parce qu'il y a une aventure incroyable de magazines télévisés belges en anglais, si j'ose dire, enfin production belge aux États-Unis qui a été un échec, mais dont se chargeait Goscinny. D'où le fait qu'au milieu des années 50, il est définitivement rapatrié en Europe et précisément en France, même s'il travaille dans un réseau, disons belge ou à la limite franco-belge. À l'époque où effectivement, la bande dessinée belge domine le monde francophone, on pourrait y revenir. Et il va, en quelque sorte, surinvestir cette dimension de retour au pays natal, en s'éloignant, quelques années plus tard, du monde belge, c'est-à-dire le monde belge qui s'éloigne un peu de lui, je ne peux pas entrer dans le détail, et en participant, en 1959, à cette extraordinaire aventure, dont vous avez ici une image prototypique, j'y reviendrai pour terminer, qui est la création de Pilote. Parce que Pilote, c'est pas un hebdomadaire de plus après Tintin, Spirou, etc. Pilote, alors j'avais eu l'occasion aussi pour ce livre de travailler un petit peu là-dessus pour la première fois, c'est une tentative réussie de refrancisation du franco-belge. Vous me direz, le franco-belge, c'était pas déjà très exotique, mais bon, il y avait certains esprits qui considéraient que c'était quand même trop belge. Et qu'on pouvait faire après tout aussi bien que Tintin et Spirou, pour simplifier, avec quelques autres titres, en créant un journal 100% français. D'ailleurs, quand je dis 100% français, je signale qu'à l'époque, le mot, le journal ou l'hebdomadaire 100% français, ça servait dans la presse pour la jeunesse, mais c'était le Parti communiste qui disait ça, c'était pour Vaillant, journal 100% français. Vaillant le plus captivant. Donc, à certains moments, la publicité en pleine guerre froide était journal 100% français, mais évidemment, ça n'avait pas la signification qu'on pourrait imaginer ce soir quand on dit 100% français. Ça voulait dire pas du tout américain. Bon, d'accord. Mais enfin bon, toujours est-il que voilà un journal 100% français qui est Pilote. Et Goscinny et Uderzo participent dès le début à ce périodique. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un motif de fierté, ça vaut comme une médaille. J'ai lu Pilote dès le numéro 1. Je venais de Tintin, pour être exact, comme ça vous avez ma carte d'identité. Je ne cache rien, je ne venais pas de Spirou. Voilà. Bon. Aujourd'hui, passons. Donc, c'est Pilote. Et ce Pilote-là, où Goscinny et Uderzo sont présents, n'est pas vraiment dirigé par eux. Ils sont loin même d'être mis en avant. Quand on voit le matériel publicitaire de Pilote, il y a Astérix et Obélix dès le numéro 1, mais parmi d'autres, il y a Barbe Rouge, etc. Et clairement, on a affaire à une ambiance assez scout, je dirais grand scout. J'ai le souvenir qu'on nous donnait de grands modèles d'adultes qui pouvaient nous faire rêver et qui devenaient nos parrains. Donc, pour ceux d'entre vous qui auraient le même âge que moi, mais je suis quasiment le plus vieux de vous, vous vous souvenez de cette époque où la France avait un héros dans chaque catégorie. On n'avait peut-être pas deux. On avait le commandant Cousteau, on avait Haroun Tazieff, Paul-Émile Victor. Pour ceux qui s'intéresseraient à la spéléologie, vous aviez Norbert Carteret, etc. Bon, bref. Et oui, on peut. Et moi, j'avais choisi un explorateur qui était aussi archéologue, qui était président de la Société des explorateurs français, qui s'appelait Bertrand Flornoy, et qui ensuite a fait une carrière politique comme député gaulliste. Pour ceux d'entre vous qui auraient des liens avec la Seine-et-Marne, vous connaissez sans doute Bertrand Flornoy, qui était longtemps maire de Coulommiers. Donc voilà les héros, et on est en 59, donc il commence sa carrière politique. Donc voilà les héros qu'on nous donnait, et on avait droit, alors moyennant finance, et j'espère que je le retrouverai un jour dans mes archives, on avait droit à un passeport signé, un passeport de pilote, signé du héros qu'on avait choisi. Donc j'avais eu droit à un passeport avec la petite fenêtre, signé Bertrand Flornoy. C'était ça l'atmosphère. Bon, c'était pas spécialement Astérix ou Obélix, quoi. Et tout le sens de cette histoire, c'est qu'assez vite, ça a un petit peu grincé, un certain succès, mais pas trop, des crises internes, je n'entre pas dans le détail, et à partir de 1963, Goscinny devient le personnage pivot. Et à la fin des années 60, il est vraiment le patron, pas d'un point de vue capitalistique, puisque Georges Dargaud est arrivé dans cette affaire, mais c'est vraiment lui
le patron, avec titre de rédacteur en chef, puis d'autres titres. Il est vraiment le maître de la publication du contenu. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il contribue au rajeunissement de l'équipe, à sa féminisation relative mais incontestable. Claire Bretéché va arriver à ce moment-là à Pilote, et elles ne sont pas nombreuses. Encore aujourd'hui, le milieu de la bande dessinée est très masculin. Il l'est de moins en moins, mais il continue à être très masculin. Alors à l'époque, il est effectivement pas 100%, seulement 100% français, mais 100% mec. Et donc voilà, Goscinny va contribuer à cette évolution. C'est Goscinny qui, à 2 reprises, accueille des réfugiés, des immigrés de Harakiri, qui connaît diverses difficultés liées à des actes de censure. C'est pas négligeable. Ce qui fait que, bon, je peux pas simplement vous renvoyer à l'article que j'avais au chapitre que j'avais consacré dans le livre, mais c'est bien montré d'ailleurs dans l'exposition. Il fut un moment vers 1970 où toute la bande dessinée qui tenait la route était dans Pilote. Il faut quand même imaginer ça. Y compris Terry Gilliam. Donc les Monty Python étaient en germe dans Pilote. Non, c'est quelque chose de grandiose. Vous aviez les plus vieux classiques aux auteurs, mais souvent remarquables, auteurs belges, comme J.G., et vous aviez le jeune Bilal qui a eu un prix. Vous aviez Tardy qui commençait, Claire Bretéché, etc. Bon, tout le monde, à un certain moment, était à Pilote, pour simplifier. Mais ça, c'est dû entièrement à Goscinny. Enfin, entièrement. Il y a eu un recrutement franco-belge au départ, mais la valeur ajoutée à 75%, c'est Goscinny, qui est allé jusqu'à, c'est en ça, à mon avis, qu'on avait affaire à un très grand, alors faut-il dire patron de presse, en tous les cas, directeur de rédaction, plus que rédacteur en chef, chef d'équipe, etc., dans la presse, allant jusqu'à faire le choix de faire venir à Pilote des auteurs auxquels il a clairement dit, puisque ce sont les auteurs qui l'ont raconté après, Twiss et Friedman, en particulier pour Sergent la Terreur, que, au fond, il n'aimait pas tellement ce qu'il faisait, mais il trouvait ça intéressant, donc il les publiait. Je suis pas sûr que ce soit si fréquent dans n'importe quelle entreprise que de dire, écoutez, franchement, j'aime pas ce que vous faites, mais il y a une cohérence, donc je vous invite quand même à être publié chez moi. Bon. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et ça, c'est la Goscinny's touch, Ça, c'est pas Dargaud, c'est pas Jean-Michel Charlier qui n'est pas loin, etc. Et pourquoi je vous en parle? Parce que tout ça, ça constitue à refranciser, à recentrer sur la France, la fameuse école belge. C'est-à-dire que Pilote était un élément essentiel de on pourrait dire la reconquête, ça n'a rien d'impérialiste, de la France sur le rapport de force avec la Belgique. Et c'est Goscinny qui est incontestablement à la manœuvre. Alors il y est aidé, par exemple l'équipe d'Harakiri, qui finira par tuer le père avec quelques autres, avec quelques alliés, participe de tout ça. Ce qui permet de comprendre quelques éléments très simples, que je pose rapidement sur la table, on pourra en parler. Si vous prenez les 3 œuvres fondamentales de la réputation de Goscinny, qui est scénariste d'un nombre presque incalculable de séries avortées ou au contraire fécondes, disons Astérix, Lucky Luke is no good, dans les 3 cas, bien entendu, c'est un scénariste, mais qui ne travaille pas avec des dessinateurs juifs, entre guillemets. Alors, la question de la judaïté a pu être posée pour son passage aux États-Unis, si on a le temps d'y revenir, puisque là, il se retrouve dans un milieu qui a d'ailleurs été bien analysé a posteriori, où il y a une surreprésentation des juifs comme dessinateurs et même comme scénaristes. Une des raisons étant d'ailleurs que le monde des comics est un monde méprisé par la culture américaine. On pourrait en reparler du statut des illustrés en France, mais particulièrement méprisé, à tel point d'ailleurs que la manière dont dans les librairies américaines la bande dessinée a pu s'introduire, ça a été grâce à l'opération du Saint-Esprit due entre autres à Will Eisner, c'est-à-dire l'invention de la notion de roman graphique. Alors, roman graphique, ça, les libraires américains ont commencé à accepter, mais les comics, non. Les comics avaient leur propre système de distribution. Et sur ce plan-là, en revanche, on peut dire qu'en France, les albums de Tintin figuraient dans les librairies standards, quand même. Bon. Donc ce milieu avait sa propre logique. Dans le cas de la France, non. Les scénaristes, pour simplifier, sont goy. De la même façon, on peut dire que le rapport à la judaïté ne fonctionne pas de manière privilégiée dans la manière dont Goscinny gère Pilote. On a beaucoup glosé, et l'exposition antérieure sur Gottlieb l'avait déjà permis, sur le rapport, évidemment, complexe, père-fils, meurtre du père, etc., entre
Goscinny et Marcel Gottlieb. En tous les cas, clairement, on peut pas dire que ce rapport ait été un rapport perpétuellement positif, et ça s'est plutôt mal terminé du vivant, en tous les cas, de Goscinny. Personnellement, j'ai passé mon temps, comme plusieurs personnes ici présentes dans la salle qui connaissent bien ce dossier, à rencontrer des anciens des crises des années 68 et suivantes, qui passaient leur temps à dire que le plus grand homme qu'ils avaient jamais rencontré était Goscinny. Ça se voyait moins en 68 ou en 73. Récemment, je me suis retrouvé avec Mandrika, qui était au milieu des années 70 quand même l'un des leaders intellectuels, et d'ailleurs remarquable, de la dissidence par rapport au père Goscinny. Mandrika est un peu fatigué actuellement. C'était le vernissage d'une exposition Mandrika. Il a dit 3 phrases, c'était exclusivement sur René Goscinny. C'est assez impressionnant. Et puis, il y a le fait que René Goscinny, ça touche à la fois à son intimité, et ça nous permet de basculer sur le 3e et dernier point, la réponse par la société à cette question de la francité de Goscinny. Quand il s'agit de faire le grand choix personnel de plusieurs d'entre nous, à savoir le choix de la personne avec laquelle on va vivre et faire des enfants, c'est pas du tout une juive qui le choisit. Donc, bien entendu, on est dans une logique où cet enfant d'immigré, cet expatrié, ce rapatrié, c'est entièrement intégré, je dis pas qu'il s'est fondu, mais qu'il s'est entièrement intégré à une logique où ces problèmes d'identité culturelle ne sont pas absents, mais ne sont pas centraux. Alors, est-ce qu'on peut encore aller un peu plus loin? Je ne sais pas si c'est plus profond ou plus haut, les deux à la fois, dans l'interprétation. Pour revenir d'abord sur cette intégration, parce que l'intégration, c'est pas simplement l'intégration par des effets transatlantiques variés, dont j'ai donné quelques exemples. C'est une intégration aussi temporelle dans un monde qui sera le monde du Goscinny adulte, qui a un nom, qui est le monde des 30 Glorieuses. Et puis, de revenir évidemment sur cette question que vous attendez sans doute, surtout si vous avez vu l'exposition, lu le catalogue, etc., c'est-à-dire le rapport de Goscinny à la grande catastrophe, à la Shoah, qu'il vit à sa manière et d'une manière qui permet d'éclairer l'effet 30 Glorieuses, à mon avis. Tout ça permettant de conclure sur la résultante, qui est tout simplement, parce que c'est de ça qu'il est question, un certain nombre d'œuvres. Puisque si nous sommes réunis ce soir, c'est parce qu'il y a des œuvres qui ont été concrétisées. C'est pas la biographie de Goscinny qui expliquerait qu'il y a eu une exposition ici ou une conférence ce soir. C'est parce qu'il y a des œuvres qui sont posées sur la table, si j'ose dire. Cette logique de l'intégration élargie à l'époque de Goscinny, cette logique des 30 Glorieuses, permet d'ailleurs de distinguer 2 étapes dans la modalité française des 30 Glorieuses. Vous savez, le milieu des années 40, milieu des années 70. Une étape où c'est la croissance qui mobilise, sous la forme d'abord de la reconstruction, puis effectivement d'une croissance incontestable des indices, ce qui va être la 4e République, pour simplifier. Et puis vous avez une problématique nouvelle, c'est que à la croissance, notion technico-économique en quelque sorte, s'ajoute une réappropriation du politique, affaibli sous la 4e République, avec le retour au pouvoir, ou peut-être, on dit souvent le retour au pouvoir du général de Gaulle, disons l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, parce que en 58, il a les mains libres, ce qu'il n'avait pas en 45, 46. Donc la 5e République du général de Gaulle, qui s'arrête en 69. C'est pas négligeable pour la suite. Et on peut dire que dans cette logique des 30 Glorieuses, par exemple, les Juifs de France se trouvent intégrés, mais j'allais dire comme les autres, avec le coefficient supplémentaire de la Shoah derrière, mais dans une logique de reconstruction qui n'est pas qu'une reconstruction matérielle, qui est une reconstruction spirituelle. Et ça, ce n'est pas propre non plus à la France. Mais là, voyons la manière dont la France s'engage là-dedans. Je dirais que tous les immigrés de cette époque sont engagés dans cette logique-là, aussi bien les Juifs survivants de la Shoah, ce qui évidemment est un petit détail non négligeable, que, par exemple, les Portugais qui vont construire le quartier de la Défense et qui vont se retrouver pendant une période de quelques années dans le bidonville de Nanterre. Je dis bien les Portugais, parce qu'il y avait des Maghrébins, mais la majorité des gens du grand bidonville de Nanterre qui n'existait que parce qu'il y avait la Défense. Quand on visite la Défense, faut penser que c'était gagé sur un bidonville, pour simplifier. C'était d'abord des Portugais. Bref, tous ces gens-là participent de la croissance, bien entendu. Jusqu'à d'ailleurs des formes de crise, comme 68. Parce que Georges Pompidou et Daniel Cohn-Bendit ont
a un point commun, c'est qu'ils croient à la croissance. Simplement, l'un critique le partage de la valeur, en quelque sorte, et l'autre considère que bon, ça se passe plutôt bien. Bon, mais il y a au moins un consensus. Hein. La croissance zéro, ça, bon, c'est pour quelques élites qui ne se font pas entendre, et puis c'est surtout après quand il y a une vraie croissance zéro, ou du moins le risque d'une croissance zéro, c'est-à-dire à partir du milieu des années 70. C'est-à-dire précisément le moment où meurt René Goscinny. D'ailleurs, l'histoire de Pilote est chronologiquement très liée à l'histoire de la Ve République, puisque 1959, c'est l'installation de la Ve République. Hein. 1959, c'est Pilote, mais c'est aussi l'installation de la Ve République. Le milieu des années 60, avec l'émergence du phénomène Astérix, bon là compris avec le cas du satellite, bah, c'est l'apogée du général de Gaulle. Et 68, sans prendre en considération cette fois-ci le face-à-face Pompidou-Cohn-Bendit, c'est la crise chez Pilote aussi. Donc j'ai fait allusion de façon volontairement floue au meurtre du père, entre guillemets, peu importe les métaphores freudiennes ou pas, de 68. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le détail, disons que la rédaction, qu'on peut considérer comme choyée, hein, de Pilote, va secouer le cocotier en disant que après tout, quand même, il y a quand même des dirigeants qu'il faudrait peut-être interroger, au même moment où, je ne sais pas, François Truffaut s'accroche, comme vous le savez, peut-être, au rideau du Festival de Cannes pour empêcher le rideau de s'ouvrir. Bon, le Festival de Cannes s'arrête. Bon, Pilote s'arrête pas vraiment, mais manque de s'arrêter. Et bon, maintenant cette histoire a été analysée à la loupe, au microscope, etc. Bon, avec des considérations a posteriori diverses et variées. Toujours est-il que il se passe une sorte d'AG, il y a une assemblée générale à laquelle ne participent pas tous les dessinateurs scénaristes de Pilote, mais la plupart, en l'absence de Goscinny, et patatras, voilà que Goscinny débarque à la suite d'une sorte de malentendu. Il débarque et il a très clairement conscience d'être pris, non pas en otage, mais en accusé. Mais ce qui est important, c'est le ressenti. Parce qu'après, vous aurez, hein, vous savez, comme dans certains films, bon, vous aurez les différentes versions des participants, puis surtout s'ils vous racontent ça 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après. La version Gottlieb ou la version Mandrika, d'accord. Mais ce qui compte, c'est le ressenti de Goscinny. Goscinny a pris cela, effectivement, comme un désaveu. Et c'est important pour la suite, parce que pour la suite de sa vie, courte, il meurt en 77, mais pour la suite aussi de la démonstration, rapidement tout à l'heure pour terminer, c'est que je suis de ceux qui pensent que là, un fil se casse, que le rapport de Goscinny à la bande dessinée est définitivement ruiné, je dis bien ruiné. Il continue à produire jusqu'à sa mort, scénario en parallèle, vous savez que c'est un monstre de travail et sans organisation, Lucky Luke, Is No Good, Astérix, etc. Sauf que on a quantité de témoignages d'un détachement qui va se traduire par l'investissement dans l'audiovisuel. Et il faut savoir que, c'est pour ça que j'ai parlé du Viager, par exemple, et puis aussi des dessins animés, le dernier Goscinny, pendant 10 ans, est de plus en plus un homme de l'audiovisuel. Dessin animé, cinéma, télévision, avec un nom capital, Pierre Tchernia. Et Pierre Tchernia, c'est quand même intéressant de signaler que Pierre Tchernia est le fils d'un immigré juif russe, sa mère étant bretonne. Donc ça fait déjà évidemment des différences. On pourrait surinvestir Tchernia, Goscinny. Bon, c'est pas les mêmes parents, mais enfin il y a un point commun quand même assez sensible, étant bien entendu que, autant que je puisse le savoir, à moins qu'il y ait des personnes dans la salle qui étaient plus dans la confidence, mais j'ai un petit peu connu Pierre Tchernia, je l'ai pas vraiment questionné sur cette dimension-là. Mais je crois qu'on avait interrogé ici Hommage Gottlieb sur ça. Entre guillemets, Goscinny n'en parlait jamais. Bon, alors il y a des moments où ça pouvait sortir, mais cette question ne circulait pas entre Gottlieb et Goscinny, et visiblement elle ne circulait pas entre Tchernia et Goscinny. Simplement, les historiens sont obligés de signaler quand même que le père, alors pas les parents, mais le père de Tchernia, suit le même chemin, c'est-à-dire classe moyenne russe, mais en fait de culture juive, qui se retrouve en France. En tous les cas, ces hommes se retrouvent à la fin des années 60 et début des années 70 à travailler ensemble pour la télévision. Donc l'exposition de la Cinémathèque française évoque cette dimension-là, mais on pourrait retravailler sur Goscinny, auteur de télévision, ce qui passe sans intérêt. Mais pour mon sujet de ce soir, je vais me contenter de vous donner le nom des comédiens qui ont tourné dans Le Viager. Par ailleurs, grand succès. Bon, plusieurs d'entre vous ont vu. Mais écoutez ça, c'est vraiment, c'est le
panthéon, le Parnasse, du comique français des années 70. Alors, dans le désordre, si j'ose dire, Michel Serrault. Alors, Michel Serrault, c'est intéressant parce que c'est le moment où il bascule du comique vers pas seulement le tragique, mais enfin, bon, il y a eu l'Ibis Rouge de Mocky aussi, mais bon, c'est le moment où Serrault devient, comme un certain nombre de grands comiques, comme Bourvil, etc., aussi un grand acteur dramatique. Enfin, Michel Serrault, Michel Galabru, dans le désordre, Yves Robert, Jean-Pierre Darras. Alors, je cite des noms à la fois évidents, puis des noms qui sont évidents pour moi, vieillard. Hein. Bon. Mais enfin, Michel Serrault, Michel Galabru, Yves Robert, Jean-Pierre Darras, Odette Laure, Rosy Vart, Noël Roquevert, c'est le dernier rôle. Madeleine Clairvanne, ça, il faut être pointu, là. Madeleine Clairvanne. Jean Carmet. Alors, c'est parfois des petits rôles, hein. Jean Carmet, Jean Richard, Bernard Lavalette, Jacques Hilling, Jacques Baudouin, Gabriel Jabour, Paul Prébois, évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait. Jacques Rouleau, ça c'est plutôt côté justement radio, ça. La voix de Roger Carrel. Bon, j'en oublie. Et puis en prime, parce que on peut pas les ramener au comique. Bon, Claude Brasseur et même Gérard Depardieu. Donc non, c'est quand même ça le Viager. Entre autres qualités. Bon, c'est pas pour ces qualités-là que le Viager, à mon avis, est un film qui résiste au temps. Hein. Mais René Goscinny est le scénariste de ça, avec Tchernia comme réalisateur. Tchernia, dont l'œuvre de cinéaste mériterait d'être revisitée. Je trouve qu'il y a une cohérence dans l'œuvre de Tchernia, qui les fait figurer dans un ensemble plus général d'un comique, disons, typiquement français, justement, complètement français, plus que français, où on pourrait citer effectivement le nom de Yves Robert. Hein. Vous voyez, là, Yves Robert, grand ami de Tchernia qui figure dans certains films de Yves Robert. Voilà. Mais il se trouve que Goscinny est là, et ça me paraît tout à fait remarquable. Alors, cette forme d'intégration, elle s'éclaire aussi par un rapport, du coup, à la judéité, qui est un rapport en creux. Ce rapport en creux, je le retravaille pour finir, parce que ça va au-delà du cas Goscinny, évidemment. Puisque justement, ce qui me paraît intéressant, c'est que là, pour le coup, c'est pas seulement Goscinny, sauf que le rapport que Goscinny a, c'est un rapport de mise à distance pendant cette période de latence des Trente Glorieuses, à l'égard de la Shoah, amplifié, je dirais pas aggravé, par le fait qu'il a été personnellement épargné. Et j'allais dire, son père a été épargné, son père meurt pendant la guerre, mais en Argentine, brutalement et en Argentine, c'est un drame, mais bon, pas de la Shoah, et sa mère, j'allais dire, c'est encore plus important, est épargnée. En revanche, ce qui n'est pas épargné, bien sûr, c'est la famille, en particulier Beresniak. Ce qui veut dire quelque chose, alors que j'ai découverte dans l'exposition, donc ça c'est un des ajouts liés à l'exposition, j'ai regardé le diplôme de baccalauréat de René Goscinny en Argentine. Je ne sais pas si certains d'entre vous c'est signé Abel Bonnard. Hein. C'est-à-dire que dans le collège français de 42, évidemment, le ministre de l'Éducation nationale est Abel Bonnard et il signe le diplôme. Donc, ça mérite peut-être une précision. Abel Bonnard est le dernier, après Carcopino et quelques autres, est le dernier ministre de l'Éducation nationale de Vichy, et c'est le plus collabo de tous. Il se réfugiera en Espagne, membre de l'Académie française. Il sera déchu de ses droits, il sera même remplacé de son vivant. Parce il y a deux membres de l'Académie française qui ont été remplacés de leur vivant, Abel Herman et Abel Bonnard. Bon, c'est un cas limite. C'est lui qui a signé, bon, c'est une signature évidemment mécanographique, le diplôme de baccalauréat de René Goscinny. Donc, l'administration du Colegio Francés, bon, dans l'Argentine de l'époque, et l'administration de Vichy. Mais pour le reste, alors c'est un symbole qui dit beaucoup de choses, mais pour le reste, effectivement, le père de Goscinny adhère au comité de la France libre, enfin, cotise, manifeste clairement, le contraire a été un peu étonnant, sa solidarité avec la France libre, et les dessins que vous pouvez voir dans l'exposition ou ailleurs du jeune René Goscinny, qui n'est pas encore 20 ans, etc., caricature, mais différemment, Churchill, Staline ou Hitler, on sent bien qu'il a une sensibilité politique qui est normale, il baigne dans un milieu qui est spontanément gaulliste. Ce qui peut d'ailleurs éclairer le fait que, même si un de mes collègues, dont j'ai préfacé l'édition de la thèse, Nicolas Rouvière, a suggéré que la société d'Astérix, la philosophie d'Astérix, donc de Goscinny, était mendésiste, pourquoi pas, hein, mendésiste. Mais enfin, bon, il y a aussi une dimension incontestablement gaulliste, au sens le plus large du terme, chez René Goscinny, qui ne mettait pas ça en avant de toutes les façons. Mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, tout ceci signifie que ce qui va se passer en Europe
va accabler de très près la famille du père, mais surtout de la mère. Ça, c'est très important pour Goscinny, la mère de René, mais évidemment dans une situation filtrée. Et avec en particulier la possibilité très facile de dire c'est les Allemands. Hein. Même si, bien entendu, il est au courant d'eux. Mais comme les 30 Glorieuses vont se traduire par une volonté de mettre ça de côté en retroussant les manches, d'ailleurs le Parti communiste dit retroussons nos manches, pour reconstruire la France, et je répète, spirituellement, bon, c'est encore plus facile quand on est un expat et que bon, les méchants Allemands ont tout fait, quoi. Je pense que ça joue un rôle. Ça permet d'éclairer d'ailleurs les quelques moments où en 73, donc on n'est pas loin à 4 ans de la mort de Goscinny, et on verra pour terminer, tout ça est en train de changer de nature, où on interroge Goscinny sur, alors non pas sa judaïté d'ailleurs, hein, dans les cahiers de la bande dessinée ou dans l'Express en 73, mais sur le fait qu'on le traite quasiment de franchouillard, pour ne pas dire de xénophobe, pour ne pas dire de raciste. Alors là, il explose. Et c'est là qu'il dit, hein, c'est à ces occasions-là qu'il dit, par exemple, moi raciste, alors qu'une bonne partie de ma famille a terminé ses jours dans les camps de concentration. C'est en 73. Hein. Ça, c'est la version qui est de la BD, qui est l'Express. Alors qu'une partie de ma famille est morte dans les camps de concentration. Donc c'est pas qu'ils le disent pas, mais oui, il le dit parce qu'on l'accuse. Enfin, certains l'accusent, ou on lui traduit ça. Oui, franchouillard, nationaliste, Astérix, Cocorico, quasiment raciste. Bon, personnellement, je suis de ceux qui ont quand même clairement entendu en 68 certains manifestants au Festival d'Avignon dire Villard, Béjart, Maurice Béjart, Salazar. Bon, vous aviez aussi CRSSS, donc ça c'est des jeux de mots qui n'auraient peut-être plus dans d'autres circonstances à Goscinny, mais bon. Et puis il y a l'épargné posthume. Je peux me permettre d'en parler, ayant travaillé à l'historiographie de la collaboration à partir justement des années 75-76, c'est-à-dire le moment où meurt Goscinny en 77, puisque j'ai parlé de l'Express à 2 reprises, l'Express de 73, l'Express de 65, c'est en 78 que dans l'Express sort le fameux interview de Darquier de Pellepoix. Donc on peut dire que quelque chose se met en branle, il y a le chagrin et la pitié 71, mais je rappelle que le chagrin et la pitié, c'est pas fondamentalement sur la Shoah. Hein. Le chagrin et la pitié, ça consiste à dire, mais attendez, les Français sont pas si blanc-bleu, d'accord, mais vous pouvez sortir du chagrin et la pitié, surtout très troublé par le témoignage de l'ultra-collabo qui s'appelle Christian de Damazière. Donc, bon, c'est après que ressortent les affaires, le passé de ceci, le Bousquet-Papon et compagnie. Goscinny est mort à ce moment-là. Donc on peut penser qu'évidemment, il aurait été interpellé sur ces questions. Qu'est-ce qu'il aurait dit ? On peut penser qu'il aurait glosé sur ce qu'il avait déjà dit en 73, à savoir, moi, je sais ce que c'est. Mais bon, on ne peut pas parler à sa place. On peut simplement le citer une dernière fois dans ces mêmes interviews, celle des cahiers de la bande dessinée. Je n'ai jamais regardé la couleur, la race, la religion des gens. Je ne dis pas, ça c'est le plus fort, je ne dis pas j'aime les noirs, les rouges, les jaunes. Je ne vois pas la couleur. Hein, je suis daltonien pour ça. Bon. Alors après, il pourrait être parmi nous. Hein, Goscinny, il serait proche d'être centenaire, mais enfin il serait parmi nous. Bon, je pense qu'il aurait été accablé d'interviews sur son rapport à la judaïté. Mais non, mourant en 77, non. Et j'ai personnellement avancé la formule avec beaucoup de pincettes, mais qui me paraissait indispensable, de juif posthume sur ce plan-là, parce que clairement, dans ses relations avec Gottlieb, dans ses relations avec Tchernia, ça ne paraissait pas compter. On peut surinterpréter a posteriori, on peut dire Stettel, moi ça me gêne pas du tout, parce que on peut surinterpréter Balzac, Stendhal, alors pourquoi pas Goscinny, bien sûr. Mais dans l'explicite de sa vie, entume, non. Mais de la vie posthume, ça c'est passionnant, et en particulier cette très forte image que Goscinny est un homme qui a été trois fois enterré. C'est-à-dire, entre parenthèses, le signe du détachement de la religion juive de son père, c'est qu'il a demandé à être incinéré. Son père, juif, franc-maçon, mais laïque, et incinéré. Eh bien, René Goscinny, il est enterré 3 fois. Ça dit beaucoup de choses. Ça, c'est le juif posthume. Il est d'abord provisoirement enterré au cimetière Montparnasse. Ensuite, 2 femmes vont jouer un rôle important. Son épouse Gilberte le rapatrie chez elle à Nice. Et puis, Anne le déplace, toujours à Nice, dans le carré juif d'un des cimetières de Nice. Donc 3 fois enterré, ça dit beaucoup de choses. C'est du domaine de la vie posthume, ça. Mais ça dit beaucoup de choses de la France aussi. Et je termine sur, effectivement, le simple fait que, si on s'élève encore un petit peu plus,
clairement, nous avons affaire à un grand auteur national, qu'on en pense qu'on en veut, et qui même, d'ailleurs, d'une certaine façon, joue avec le roman national, mais sans forcément vouloir le détruire, puisque c'est un sport national que de vouloir détruire les romans nationaux. Astérix, clairement, le petit Nicolas, d'une certaine façon, on peut dire que le petit Nicolas est un lieu de synthèse tout à fait intéressant entre les souvenirs du Goscinny, du Collegio Français, mais aussi du Sampé, élève de l'école primaire française de métropole, et le tout dans un style de comique qui participe de l'humour, et incontestablement, on peut gloser sur le rapport privilégié de la culture juive avec l'humour, du comique de la prise de distance. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est une suggestion d'exposition pour le Mage, ou peut-être de colloque pour le Mage, mais qui se souvient du grand auteur humoriste français des années 50-60, qui était d'origine juive, qui s'appelait Pierre Daninos. Ah oui. Alors, c'est comme Bernard Buffet. C'est-à-dire Pierre Daninos, Bernard Buffet, on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge. Bon. Mais bref, qui a un rapport de l'humour avec la culture juive? Sans doute, mais pas que. Moi, personnellement, quand j'avais lu, je lisais dans ma jeunesse Le Petit Nicolas avec beaucoup de plaisir. Je maintiens que pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu qui devrait résister en partie au temps. En partie, au moins. Peut-être même mieux que Astérix et Lucky Luke. Mais moi, ce qui me frappait, c'est que je lisais en même temps Jérôme K. Jérôme, par exemple, et je trouvais que il y avait des points communs. Alors j'ai vérifié, je me suis dit, mais Jérôme K. Jérôme, non, alors non, pas du tout, d'origine juive, famille protestante classique, Staffordshire. Bon, donc d'accord, il y a l'humour juif, mais il y a des formes d'humour non juif. Ce qui est clair, c'est que si vous considérez les formes françaises du comique, il y aurait peut-être un jour à prendre ça encore plus au sérieux, même si déjà mes collègues d'histoire de la littérature le prennent au sérieux, mais enfin, il y a un déficit par rapport aux grands auteurs nobles. D'autant plus qu'il faudrait parler de littérature, mais aussi de théâtre, mais aussi de télévision, mais aussi de cinéma, etc. Eh bien, on rencontrerait effectivement des auteurs qui ne sont pas nécessairement juifs, mais qui convergent avec, j'allais dire, Daninos et Goscinny pour le coup, de nouveau Yves Robert Derry, et puis un enfant de l'immigration qui est Jacques Tati. Donc c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir un apport des étrangers qui fait la France, pas forcément des juifs. Tout ça, au fond, ça fait d'excellents Français, comme le disait un couple intéressant, encore un juif et goy, Jean Nohain, français de souche, et Mireille. Tout ça, ça fait d'excellents Français. Alors cette photographie, pour terminer, je l'avais proposée aux organisateurs parce que je trouvais que c'était assez français. Alors d'abord, c'est très masculin, mais alors ça, c'est la bande dessinée de l'époque. C'était en 1959. C'est précisément l'installation du général de Gaulle au pouvoir. C'est la création de Pilote, c'est la création d'Astérix. Et c'est à bord. Alors j'ai appris beaucoup de choses en enquêtant sur cette photo que j'avais reproduite dans mon livre, mais sans savoir où elle se situait. Maintenant, je sais, grâce à plusieurs ans. C'est à bord d'un bateau-restaurant qui avait été lancé par Madame Renée Coty. Oui, c'est vraiment toute une époque. On est dans OSS 117 là. Madame Renée Coty, en 54, a lancé ce bateau-restaurant qui s'appelait le Bord de Frétigny et qui maintenant est un des bateaux parisiens sous le nom du Bretagne. Voilà. Donc c'est un bateau-restaurant de luxe. Et Radio Luxembourg, qui semble représenté par la personne de gauche qu'on n'a pas pu me décrire plus, avait permis à plusieurs des auteurs de Pilote de se retrouver avant le grand saut dans l'inconnu, c'est-à-dire dans le grand saut dans quoi nous sommes encore ce soir. Donc vous avez Sampé, vous avez Goscinny, vous avez Uderzo, ce qui est quand même pas mal. Et en face, vous avez Jean-Michel Charlier, l'autre grand scénariste là pour le coup de l'école belge. Donc c'est assez. Vous avez la cigarette. Aujourd'hui, on effacerait les cigarettes sur une photo comme ça. Vous avez la cigarette, le vin rouge, le rire. Bon, c'est une certaine image hédoniste, pas seulement française, mais enfin qui est quand même tout à fait française. Et je voudrais terminer sur cette hypothèse, en effet, de la potion magique pas simplement dans ces vers-là, mais de Goscinny, c'est que il faut que vous ayez pour Astérix par exemple, 2 auteurs issus de l'immigration, puisque Uderzo est aussi issu de l'immigration, et d'ailleurs Goscinny est français à sa naissance, Uderzo est italien à sa naissance. Du côté de René Goscinny, vous avez l'expatriation en Amérique, tout ça au total pendant un quart de siècle à peu près. C'est quand même impressionnant. Mais aussi la nécessité d'être expulsé du paradis.
terrestre qui s'appelle l'Argentine, de découvrir l'enfer new-yorkais et finalement de se dire, se dire que là où on vous attend, c'est en Europe. En d'autres termes, je vous définis un Français pur souche. C'est sans doute quelqu'un qui a été naturalisé français ou dont les parents ont été naturalisés français, mais qui vit en Amérique et qui est sauvé par la Belgique. Oui, merci pour tout ce que vous nous avez raconté, qui était absolument passionnant. Je voudrais juste vous poser une question à propos de Goscinny et la Shoah. Est-ce que Art Spiegelman, qui a publié Maus, est-ce qu'il a connu Goscinny? Est-ce qu'il a été influencé par lui? Parce que c'est vrai que c'est une façon d'aborder la Shoah qui est complètement différente. Ou en tout cas, il est complètement dedans, alors que Goscinny, finalement, enfin, sauf erreur de ma part, je connais pas si bien que ça, n'a pas directement traité. Alors qu'il ne l'est pas directement traité, on croit qu'on peut le confirmer. Après, il y a les fameuses surinterprétations sur... je vous dis, pourquoi pas le shtetl pour le village, mais on est obligé de se dire, avec Torga, que l'universel, c'est le local sans les murs. Donc, l'image, par exemple, du village, elle est quand même récurrente dans beaucoup de cultures populaires. Le village qui résiste à l'envahisseur aussi. David face à Goliath, il y a la version juive, mais il y a bien d'autres versions. Till l'espiègle, etc. Donc, alors du côté de Spiegelman, alors il y a quelques spécialistes de la bande dessinée dans la salle qui vont peut-être préciser. Moi, je peux pas vous en dire plus. J'ai pas l'impression qu'il y a eu des rapports directs entre eux. De toute façon, Maus est un travail de longue haleine qui se développe peu à peu au long des années 70, c'est-à-dire que ça n'a pas encore vraiment émergé au moment où meurt Goscinny, une fois de plus. On ne sait pas ce que ça aurait donné si, bien sûr, Goscinny avait pris connaissance de Maus, après tout. Donc, je crois que ça, c'est plutôt un témoignage du fait que, une fois de plus, c'est un pur produit des Trente Glorieuses, Goscinny, et que Spiegelman, lui, arrive après et va développer une autre logique. Par ailleurs, ce qu'on peut savoir du goût esthétique de Goscinny en matière de bande dessinée est relativement classique, même si il donne carte blanche à des gens comme Twis Friedman, que je citais tout à l'heure, où il permet d'ailleurs à Giraud de devenir Möbius, quand même. Donc, il est très libéral, mais à titre personnel, il fait comprendre que c'est pas son style. D'ailleurs, le petit drame avec Mandrika, c'est lié au fait que, apparemment, Goscinny n'accepte pas un des gags de Mandrika, le concombre masqué. Bon, il considère que là, c'est vraiment trop absurde. Bon, alors c'est peut-être un moment de faiblesse de Goscinny, et c'est peut-être d'ailleurs une reconstitution a posteriori de Mandrika, mais je pense que c'est fondamentalement un classique. Mais devant la force de Maus, il aurait peut-être tiré son chapeau en disant respect, hein. Mais je pense que c'est arrivé trop tard dans la chronologie. Oui, bonsoir. Le Grand Fossé, c'est le premier Astérix après Goscinny, c'est ça? Je pense, oui. Et c'est un scénario de Goscinny quand même. Quel est le... J'avais entendu dire que c'était un scénario de Goscinny, mais qu'il l'avait retravaillé, etc. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui pourraient préciser ça? On sent quand même que c'est pas lui. Alors c'est pour ça que j'ai du mal à croire que ce soit lui. Maintenant, vous m'obligez à le relire, ce que je n'aurais pas fait depuis pas mal d'années. Mais voilà, Didier peut répondre, Didier Passamanique. Mais en tous les cas, donc je vais lui donner la parole pour le point d'érudition indispensable. Ce qui est clair, c'est que il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'était pas vraiment mon sujet, sur les couples et que le couple Uderzo-Goscinny a remarquablement bien fonctionné. Qu'en même temps, Goscinny une fois mort, Uderzo n'a pas remplacé son scénariste par un scénariste permanent, constant. Et d'ailleurs, Maurice, c'est également la même chose. Donc, c'est assez frappant que ce soit des auteurs qui alors, dans le cas de Maurice, puisque je pouvais pas le dire plus précisément que ça, faute de temps, puisque c'était pas au cœur du sujet, mais il faut savoir que le destin de scénariste de Goscinny est quand même très lié à Maurice. Sans ça, que serait-il devenu? Et c'est Maurice qui se décharge en quelque sorte sur Goscinny de cette charge pour lui, Maurice, qui est profondément un dessinateur, et un dessinateur, à mon avis, de très grande qualité, qui a beaucoup de mal à assumer la responsabilité du scénario, et qui est très content, pour diverses raisons. Il a testé en quelque sorte Goscinny sur place, on est aux États-Unis d'ailleurs, et il est très content de lui confier ça. Et après, jusqu'à la mort de Goscinny, il reste le scénariste. Mais après la mort de Goscinny,
D'ailleurs, les relations entre les deux hommes sont un petit peu ternies vers la fin, parce que Goscinny avait quand même du mal, étant devenu un grand monsieur, à être quand même à ses yeux traité pas vraiment à cette hauteur-là dans le rapport avec Maurice, pour être clair. Mais bon, jusqu'au bout, jusqu'à la mort en 77 de Goscinny, il n'y a pas la rupture du duo. Et après, il n'y a pas de reconstitution de duo. Ça, c'est quand même, moi, c'est ça plutôt qui me frappe. Alors Didier va pouvoir en dire plus. Oui, par rapport au Grand Fossé, c'est clairement Uderzo, parce que Goscinny meurt pendant Astérix chez les Belges. Ben oui. Il termine pas le scénario. Alors c'est Uderzo qui termine tout seul, mais il peut le faire parce que, comme d'habitude, Goscinny avait fait un synopsis hyper précis, donc c'était pas très compliqué pour Uderzo de le terminer. En revanche, l'Astérix suivant, il met quelques années à le faire. Hein. Ben oui. Donc non, il y a pas l'ombre d'une, parce qu'en plus Goscinny était très organisé, c'est-à-dire que il y a une copie de tout ce qu'il a pu produire dans ses archives. Donc sur cet album-là, on est sûr qu'il n'a pas travaillé. Un petit mot pour la Shoah peut-être. Oui. Parce que moi je pense qu'il se serait probablement libéré sur ce sujet-là. Parce que je fais référence à une courte histoire dessinée par Harry North en 74 dans Pilote, qui est une parodie de Portier de nuit et de Lacombe Lucien. Enfin, il y a un mélange. Et où Goscinny ose dans le scénario, il y a le couple de protagonistes qui va prendre une chambre d'hôtel et à la réception on leur demande chambre simple ou chambre double et le gars répond chambre à gaz s'il vous plaît. Donc on voit là que l'humour harakiri est arrivé jusqu'à Goscinny et il aurait certainement été libéré, la parole libérée sur ce sujet. On ne le saura jamais, bien sûr. Juste un petit mot concernant, pour rappeler quand même le lien au judaïsme ou avec Gottlieb, il faut rappeler que dans la rubrique Abrac, donc du vivant de Goscinny, Gottlieb publie 2 histoires extrêmement importantes, qui sont La chanson aigre douce et Manuscrit pour les générations futures. Et là, on a l'évocation de la Shoah et on a l'évocation de l'enfant caché dans la guerre, etc. C'est Gottlieb. C'est pas Goscinny. Non, mais c'est vrai que Goscinny permet ça. Goscinny voit cela publié dans la rubrique Abrac. De toute façon, il ne contestait pas du tout la rubrique Abrac, pas plus qu'il ne contestait les dessins de Reiser. Donc voilà, on peut penser qu'il aurait évolué vers disons que c'est pas la période des mémoires, hein. Donc c'est beaucoup plus tard l'émergence du récit mémoriel dans le roman graphique ou même dans les nouvelles graphiques dans les journaux. À propos de la chanson aigre douce, les témoignages rapportent que Goscinny a exprimé qu'il était fier de publier cette histoire-là dans Pilote. Oui. Non, mais de même que le Pilote postérieur à 68, de toute façon l'évolution était antérieure, mais elle s'accélère à partir de la rentrée 68. Et ça, c'est un signe d'ailleurs de l'intelligence, je dirais, directoriale de Goscinny, s'ouvre de plus en plus à des préoccupations adultes, entre guillemets, accueille l'actualité, et du coup d'ailleurs accélère le fameux phénomène du vieillissement avec les lecteurs. Ça, c'est un autre problème. Oui. Oui, merci pour cette présentation. Goscinny était un grand dessinateur. Dans l'exposition, on voit de très belles planches de tout au début. Comment s'est passé, est-ce que vous pourriez revenir sur comment s'est passé sa transformation, ou plutôt comment est-il devenu plutôt complètement scénariste, ou est-ce qu'il a laissé aussi plus libre cours à son dessin quelquefois plutôt dans la partie dans la dernière partie de sa vie? Comment ça s'est passé ce passage-là du dessin à l'écriture, et ensuite est-ce que ce dessin a été oublié complètement, ou est-ce qu'il a, bien sûr, ça a favorisé ses collaborations avec avec les dessinateurs, sûrement, puisqu'il avait une compréhension de cet art, mais est-ce qu'il a
complètement abandonné ou non? Est-ce que vous pourriez parler là-dessus? C'est plutôt la société qui l'environne qui a abandonné, enfin qui lui a fortement suggéré d'abandonner ça. C'est-à-dire que il se voit comme dessinateur au départ et il s'auto-qualifie même avant de franchir le pas vers les États-Unis de dessinateur d'illustration. Donc c'est vraiment le dessin. Alors c'était un autre sujet, hein, son rapport à Walt Disney, etc. Bon. Et aussi d'ailleurs aux traditions graphiques, peut-être de l'Argentine, peu importe. Il se voit d'abord comme dessinateur, éventuellement dessinateur et scénariste. Il va jusqu'au bout, y compris dans les premières années où il revient en Europe. Sauf que, bon, son environnement, je crois que la confiance de Maurice, qui lui est déjà installé, quand Maurice lui fait cette proposition au milieu des années 50, Maurice est déjà bien installé dans le microcosme, on s'entend, mais Lucky Luke est bien installé. Et Goscinny est beaucoup plus bas dans la hiérarchie. Et le grand Maurice lui propose quand même de devenir son scénariste. C'est un signe. Bon, on est dans le domaine de l'interprétation, on n'est pas Dieu. On peut penser que du côté de la société environnante, ça consiste quand même à dire, cher René, tu es vraiment très bon dans le scénario. Et pour René Goscinny d'intérioriser, oui, je suis peut-être pas si pertinent dessinateur que ça. Voilà. Et c'est assez classique dans beaucoup de biographies. Vous avez des artistes qui se méprennent sur le lieu où se situerait leur grand talent. Des peintres qui se voient musiciens, etc. Puis à un certain moment, une certaine configuration fait qu'ils basculent d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il est perçu comme ne réussissant pas à on va être gentil, puisque pour le reste, c'est du jugement de valeur. Il n'est pas vraiment considéré quand il fait ses essais enfin ce ne sont même pas des essais, quand il est auteur, dessinateur et scénariste, il n'est pas considéré comme s'imposant vraiment. Alors que très vite, le milieu franco-belge lui reconnaît un vrai talent, en particulier de Gagman, etc. Donc il y a un moment où il bascule du côté où la société veut l'entraîner. Après, c'est vraiment du jugement de valeur. Moi, je me contente de voir les preuves. Là aussi, il n'y a pas de qualité, il y a que des preuves de qualité. La preuve de qualité du dessinateur ne lui est pas renvoyée au début des années 50 par la société qui l'emploie. Voilà, je parle de la société des illustrés pour la jeunesse franco-belge. Et donc, il comprend 5 pour 5, 5 sur 5, c'est plutôt le scénariste qu'à la limite, on admire même très, très vite, enfin, dont on considère que c'est un vrai professionnel. Voilà tout ce que je peux vous dire. Oui, pardon. Alors, moi, j'ai 3 questions. Est-ce qu'il y a eu des prises de position par rapport à Israël? La première. La deuxième, il me semble que c'était un grand amateur de Ferrari. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses à nous dire là-dessus? Et troisièmement, est-ce que le dessin animé, les 12 travaux d'Astérix, est-ce que c'était déjà lui, ou est-ce que c'était après, ou est-ce que c'est lui je crois que c'était après que c'est sorti, après son décès. Et donc, mais est-ce que c'est lui qui l'avait écrit ou pas? Alors, en ce qui concerne les Ferrari, je n'ai rien à vous dire, parce que je ne sais pas si on peut surinterpréter ça. Est-ce qu'il était si Didier, est-ce qu'il était si amateur de Ferrari que ça? Enfin, ben, oui. C'est Uderzo, j'ai l'impression. Oui. Je crois que c'était plutôt le contraste entre là le couple était intéressant, mais là on pourrait surinterpréter en revanche la culture italienne d'Uderzo. Donc je voyais pas vraiment de Ferrari chez Goscinny. Pour ce qui est alors je pouvais pas non plus entrer dans ce détail du basculement vers le dessin animé. Pour ce qui est, moi ce que je retiens surtout, c'est que clairement, cet homme a été violemment interrompu par cette mort absurde de 1977. Pour la plupart d'entre vous, qui est sans doute connu, parce que c'est resté d'ailleurs une affaire célèbre dans l'histoire de la médecine. Ça fait l'objet d'un procès et je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas être cardiologue sans connaître le cas Goscinny, puisque c'est un test d'effort qui a été très concluant, puisqu'il est mort à l'occasion d'un test d'effort, donc c'est un très mauvais gag. Bon, mais il est quand même frappé en pleine gloire. Il a à peine plus de 50 ans. Donc, que serait-il devenu? En tous les cas, clairement, il devenait un producteur, un scénariste de dessins animés. Et vous avez à l'exposition de la Cinémathèque française quelque chose de très émouvant qui a été découvert in extremis et qui est la voix de René Goscinny quelques heures avant sa mort, qui a été conservée sur magnétophone. Non, je ne peux pas entrer dans le détail, qui est lié à ça.
Donc désormais, lui s'investit considérablement dans les différents scénarios. Mais évidemment, c'est un travail plus collectif encore que la BD. C'est-à-dire que la touche de Goscinny se perçoit, mais il faut tenir compte du génie propre des différents dessinateurs, dont certains sont pris dans des studios comme Grimaud, etc., des studios assez prestigieux. Et on sent bien qu'il devient plus que jamais là aussi un chef d'équipe, et que les dessins animés sont des dessins de Goscinny, d'Uderzo, mais aussi de plein d'autres personnes. Donc c'est plutôt ça que j'aurais tendance à dire, quelles que soient les œuvres. Et bon, certaines sont des œuvres en effet posthumes, là pour le coup, parce qu'il y a un décalage entre la fabrication et la sortie. Et votre première question, c'était rapport à Israël. Moi, je sais pas. Didier, si tu as des éléments sur le rapport à Israël. Non. Si Didier Passamonix n'en a pas. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Voilà, il est très ému, oui. Très ému. Poser un papier roulé entre les pierres du mur, en disant à sa fille après qu'il a souhaité qu'elle et sa mère aillent bien. Voilà. Je peux vous donner un... je peux vous rapporter un témoignage. J'avais fait une conférence sur Goscinny il y a une quinzaine d'années, en présence de Daniel Beresniak, donc le cousin germain de Goscinny. Et dans la salle, il y avait quelqu'un qui s'était présenté comme le guide qui avait accompagné Goscinny en Israël, et qui nous a décrit cette scène pendant que sa femme et sa fille allaient au Yad Vashem. Lui, il avait préféré se tenir à l'extérieur. Et donc, après, il y a encore des mystères dans la relation entre Goscinny et Israël, parce que il a refusé plusieurs fois il y a eu des demandes du gouvernement israélien pour utiliser Astérix, et il a régulièrement refusé cette demande. Il voulait pas que Astérix, qui n'est pas l'œuvre de Goscinny seul, faut jamais l'oublier, c'est une œuvre de collaboration entre deux artistes. Il voulait pas qu'Astérix soit utilisé pour quelque chose qui dévoirait son propre univers. Mais en dehors de ça, il y a pas de position politique spéciale de Goscinny par rapport à Israël. Pas connue, du moins. Pas connue. En tous les cas, là aussi, en termes de conjoncture, il disparaît à un moment où c'est certes en train de basculer, parce que c'est toute la différence entre la guerre des 6 jours et la guerre suivante, mais malgré tout, on est dans un moment où le rapport à Israël, je vais simplifier dans le cas de l'opinion française, est pas aussi clivant qu'il est devenu ensuite. Clairement, dans les années 70. Donc là aussi, comment se serait-il situé en atteignant les 60 ans, les 70 ans, les 80 ans? Ah oui. Didier, les traductions en hébreu? Il y a des traductions en hébreu sans problème, à ma connaissance. Oui? Bon. Pardon. Anna? C'est un personnage très important, d'autant plus qu'elle accompagne son fils longtemps, et que donc elle assure le lien, ce qui n'est pas le cas du père de Stanislas, avec le monde d'avant. Elle est encore présente quand René Goscinny est devenu le personnage installé qu'on sait. Et là aussi, je pourrais demander à Didier de compléter, mais c'est quand même une instance tutélaire, comme sa mère, qui est en quelque sorte celle à laquelle, au moins, j'allais dire dit la légende, mais c'est quand même plutôt vérifié, il montre ses productions. Donc, elle compte beaucoup pour lui, et au moment décisif de la mort du père, donc on est dans les années 40 à Buenos Aires, c'est elle qui va devenir celle qui fait tenir
la petite famille, enfin les deux frères Goscinny, en travaillant et en se retrouvant à travailler aussi à New York. Donc c'est vraiment la mère, j'allais dire, nourricière. Alors que le père était quand même une personnalité assez présente jusque-là. Sa disparition prématurée fait que la mère fait tenir d'ailleurs la petite fratrie des deux frères. Et c'est en particulier elle qui évite que la situation new-yorkaise soit encore pire que ce qu'elle a été. Donc on imagine bien que Anna est quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que comme l'histoire avec sa grande hache de Pérec s'abat sur la famille Berezniak, on peut penser quand même que le rapport à la Shoah est d'autant plus douloureux. Mais en dernière analyse, et puisqu'il faut quand même par prudence s'arrêter en 77 pour ce qui est de Goscinny individu, et qu'après c'est la société qui décide ou pas de célébrer Goscinny, mais qui a plutôt décidé de célébrer jusqu'à ce soir en tous les cas, à ce moment-là, on peut simplement dire que René Goscinny reste et jusqu'au bout un homme pudique. C'est un homme qui est tout en réserve. Alors tous les docteurs Freud de l'univers peuvent se rassembler en disant bon voilà, c'est pour telle et telle raison, mais il est clairement, alors certains diraient corseté, d'autres diraient que c'est un homme qui se protège, et y compris, vous le savez, sur le plan vestimentaire. Alors, étant bien entendu qu'en 1959, il faut des cravates, etc. Regardez même les manifestants de 68 dans les actualités, ils ont souvent des cravates encore. Donc lui est cravaté, lui en la rajoute plutôt, il aura souvent un gilet ou bon, et dans l'ambiance de la fin des années 60 et a fortiori d'après 68, alors là il commence à faire tâche face à des hirsutes, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va en rajouter même dans la distance, dans le vouvoiement, etc. Mais il y a évidemment il y a la maman. Oui. Avec un micro peut-être. Moi, bonsoir, merci beaucoup. J'ai juste une question. Est-ce qu'il y a des dessins de lui dans ses archives entre 55 et 77? 55-77. Est-ce qu'il y a des dessins après 55 de lui? De sa main. De sa main. Didier. Oui, c'est ça, mais on a l'impression quand même qu'il ne dessine plus guère. De toute façon, c'est devenu un stakhanoviste du scénario, donc je ne pourrais pas dire, personnellement. Quant à Anne-Hélène. Oui, pour revenir à Anna Berezniak, parce que c'est quand même une fille d'imprimeur qui a travaillé, c'était une famille qui était dévouée entièrement au métier de l'imprimerie. C'est-à-dire que si on veut se rendre compte, faire un portrait intellectuel d'Anna Berezniak, et ça c'est très intéressant à faire pour comprendre avec qui grandit Goscinny, il grandit pas seulement avec un père qui est ingénieur chimiste et qui a une âme d'aventurier, c'est-à-dire qui est prêt à tenter des aventures extra-européennes, mais il grandit avec une mère qui a corrigé les épreuves dans l'imprimerie de son père, une femme qui maîtrise plusieurs langues. Je vous rappelle qu'ils sont arrivés d'Ukraine et de l'Empire russe. Tu as raison, en fait, il faut être historiquement juste, en parlant français, parce qu'on parlait français quand on était lettré, quand on avait, la France était un modèle culturel, de même que pour l'Argentine, la France a été un modèle culturel. Donc, c'était pas difficile d'aimer la France quand on était en Russie, quand on était en Argentine. Et elle parle français, elle parle polonais, elle parle russe, elle parle yiddish, elle parle hébreu. Et ça, on en est à peu près certain parce qu'il y a des correspondances en hébreu entre une librairie de Vienne qui fait des commandes auprès de l'imprimerie Berezniak pour justement des livres imprimés en hébreu qui vont être ensuite diffusés sans doute en Europe orientale et au Proche-Orient. Donc on a quand même là une étendue de savoir au sein de cette famille et puis également de grandes mobilisations politiques et sociales. Il faut rappeler que Boris était quelqu'un de politiquement, un des frères aînés qui a fait venir Anna à New York par la suite, était actif. Donc il y avait des opinions dans la famille et Anna faisait partie de gens qui avaient des opinions dans la famille et ça a dû marquer beaucoup l'atmosphère des dîners, les échanges culturels. Et Buenos Aires, rappelons-le, est une ville culturellement extrêmement active et vivante dans les années 30 et que être une fille Berezniak et se retrouver dans un lieu où l'impression yiddish compte beaucoup, comme à New York d'ailleurs, à Buenos Aires, eh bien, ça veut dire que vous êtes culturellement animé. Enfin, il y a quelque chose. Donc, c'est à préciser sur Anna, c'est-à-dire que c'est une femme qui finalement
est une interlocutrice pour son fils, pour ses fils d'ailleurs, et pour son époux. Voilà, très importante. On pourrait ajouter, mais la dimension un peu freudienne, que aussi dans le Petit Nicolas que dans Astérix, il y a une image du patriarche faible, hein, qui pourrait faire réfléchir. Alors, c'est elle qui corrige les manuscrits de Goscinny, qui corrige les fautes d'orthographe de René Goscinny, quand même. Oui. Je voudrais savoir si Goscinny a été influencé par les dessinateurs de bande dessinée argentins, parce qu'il y a quand même une grosse tradition. Et est-ce qu'il connaissait aussi, par exemple, Quino, qui était à peu près de sa génération, le Mafalda. Quel était son rapport aux dessinateurs argentins de bande dessinée? C'est plutôt le rapport à Patoruzu qui est mis en avant, c'est-à-dire qu'à l'époque où il est jeune, franco-argentin, il dévore évidemment ce type de littérature. Alors après, une fois de plus, c'est comme pour l'intervention du docteur Freud, on est dans l'indistinction. À partir du moment où l'intéressé n'a pas laissé, toutes ces questions-là lui auraient été posées s'il avait vécu 10 ou 20 ans. C'est-à-dire que il y a les sauterelles de la critique, de l'analyse qui seraient tombées sur lui, qui lui auraient posé toutes ces questions-là. Mais il est mort avant, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de sorte d'aveu. On sait indirectement en croisant. Il y a l'interview par exemple d'un ancien du Colegio Francés. Bon, incontestablement, il baigne dans une ambiance où figure cette production argentine qui n'est pas négligeable et qui est quand même plutôt influencée par Disney, en tout cas plus largement par des formes de graphisme comique américain, mais pas seulement, enfin états-unien. Donc, ce qu'on peut repérer, parce que ça, à la limite, ça crève les yeux, c'est Disney. Et Disney est très présent, comme le cinéma américain est évidemment très présent en Argentine. L'une des chances de Goscinny, d'ailleurs, ça explique peut-être toute sa fortune partant. Là, c'est pas de la reconstitution, c'est-à-dire que, comme on ne sait pas ce qui se serait passé si, on est quand même bien obligé de partir de son rapport avec Maurice. Parce que s'il n'avait pas eu ça, est-ce qu'il n'aurait pas végété? Enfin bon, c'est un grand génie méconnu, puis voilà, point barre, et puis rideau. Mais là, il devient le scénariste de Lucky Luke. Et une des choses qu'apprécie Maurice en lui, c'est qu'il a une connaissance du western extraordinaire. Évidemment, nourri en particulier du cinéma américain qu'il consommait à haute dose à Buenos Aires. C'est un petit peu comme ce mouvement de la cinéphilie, dont on dit pas assez, qu'il a en France, qu'il a surreprésenté à un certain moment des gens qui venaient d'Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie, vous prenez la liste d'un certain nombre de cinéphiles, ils sont nés là-bas. C'est-à-dire qu'ils avaient un type de consommation de cinéma plus américain et plus populaire que le cinéma standard, même populaire, qui était consommé en métropole. Ça joue un rôle après dans votre manière d'appréhender le cinéma. Donc moi, j'aurais tendance à mettre... dès que vous rencontrez un Argentin, il va vous dire qu'il a tout piqué, Patoruzu, mais bon, c'est pareil un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui l'a influencé dans l'inconscient? Après, c'est vraiment de l'hypothèse. C'est de l'hypothèse. Et alors que Walt Disney, c'est pas de l'hypothèse. Ça paraît clair. On ne lui connaît pas de correspondance, par exemple, avec Quino? Je ne sais pas. Non, je crois pas. Mais vous savez, par exemple, le rapport à Mad est aussi assez compliqué parce que, enfin, c'est pas vraiment mon sujet ce soir. Mais Harvey Kurtzman, bien entendu, c'est un ami et puis il le prouvera. Et puis Harvey Kurtzman, fondateur de Mad, ensuite, dira clairement que c'est lui qui est à l'origine de tout, avec son humour évidemment. Donc on va qualifier de juif, c'est-à-dire comme j'ai entraîné René dans des catastrophes, évidemment je suis à l'origine de sa fortune parce que je l'ai obligé à rentrer en Europe, quoi. C'est qui était bien vu. Donc la fortune même, enfin fortune au sens spirituel du terme de Kurtzman est postérieure pratiquement au départ de Goscinny. Donc bien sûr il est très marqué par Mad, mais en même temps c'est aussi marqué à distance par Mad. Enfin voilà. Donc c'est bien de voir à quel point il fait plus que frayer avec les gens qui vont être entre autres les créateurs de Mad. Mais il ne participe pas à l'aventure de Mad non plus. Il ne faut pas tout mélanger parce qu'on finit par un peu tout mélanger aussi. Parfois ça m'agace un peu.